À l'internat, j'étais dans la cour auprès d'un jeune qui avait tout le temps des magazines d'aéronautique et je lui demandais pourquoi il avait ces livres-là. Il était 2 ans, plus vieux que moi et il m'expliquait qu'il avait commencé à piloter, qu'il avait 15 ans et qu'il était à l'aéroclub tous les week-ends quand il rentrait de l'internat. Donc à mon tour, je suis arrivée chez moi, j'ai dit: «Je veux devenir pilote» et mes parents m'ont dit: «Non, c'est pas possible, à 15 ans». Entre donc mes 13 et 15 ans, je les ai tannés tous les week-ends et au 15e anniversaire, c'est parti. On a fait, notre premier vol. Bah, en fait, quand on a fait un métier, où tout le monde trouve, souvent on me disait: «Waouh, pilote d'hélicoptère, waouh, ça impressionne» et cetera. Mais en fait, au fond, quand on a fait que de l'entraînement, qu'on a fait peu de missions opérationnelles et qu'on se dit: «Bah non, moi je veux me sentir utile» et ben, ce passage au métier d'infirmière, mais j'en suis ravie et ça impressionne moins, hein, de dire qu'on est infirmière, mais pour moi, c'est beaucoup plus enrichissant. Bonjour et bienvenue sur Storylific et dans cet épisode enregistré dans le cadre du Podcaston, le plus grand événement caritatif du monde en matière de podcast. Du 14 au 20 mars, plus de 2500 podcasteurs de 65 pays dédient un épisode de leur émission à une association caritative de leur choix dans un effort coordonné, créant ainsi une vague massive et internationale de contenu audio inspirant. L'objectif, vous faire connaître un maximum d'organisations caritatives partout dans le monde, toutes ces lueurs d'espoir qui n'ont pas souvent droit aux unes des journaux et qui pourtant racontent une histoire toute autre de notre humanité que celle que nous renvoie l'actualité. Une histoire solidaire et engagée. Et ça me parle. Tellement que je n'ai pas choisi entre deux assos qui me parlaient, je ferai donc pas un, mais 2 épisodes et voici le 2e. Certaines personnes ont plusieurs vies et la femme avec qui j'ai l'immense plaisir de discuter ce jour en a au moins 3. À 15 ans, Marine Bayer découvre l'aviation. À 17 ans, elle est brevetée pilote. À 19 ans, elle rentre dans la Marine nationale et devient la 4e femme pilote d'hélicoptère, glanant au passage la valeur militaire et la Légion d'honneur pour sa conduite au feu lors d'une prise d'otage par les pirates somaliens. Elle quitte ensuite la marine pour devenir infirmière en soins palliatifs, pour ensuite partir vers un petit coin de paradis qu'elle avait repéré depuis longtemps, la Nouvelle-Calédonie. Mais même le paradis a besoin d'anges gardiens et encore plus d'infirmières. Dans cette contrée d'îles et d'eau, un bateau devient une plateforme idéale. L'association Aide Océan est née et ne cesse d'œuvrer à l'aide sanitaire aux plus démunis et surtout aux plus isolés, avec entre autres de vastes campagnes de vaccination des enfants. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit un proverbe indien. Depuis le début de ce podcast, je rêve de transformer mon projet en forêt et je le fais avec l'ONG Graines de Vie et vos oreilles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de leur programme Une forêt pour ma vie, qui vous permet de compenser votre empreinte carbone en plantant des arbres. Graines de Vie propose de planter en votre nom 5760 arbres afin de compenser l'empreinte carbone de votre vie. Comment ça marche ? Un soutien étalé sur le long terme est franchement pas cher, puisqu'un arbre ne coûte que 50 centimes grâce à leur approche que vous pouvez découvrir à l'épisode 2 de ce podcast. Ainsi, vous aurez planté votre forêt, mais également de l'espoir, du soutien aux communautés locales, de la solidarité, des abris pour la biodiversité et une belle dose d'inspiration pour que demain reste source d'émerveillement. Je vous mets un lien dans les notes pour découvrir ce projet en partenariat avec Storylific. La prix Nobel de la paix Wangari Maathai a dit « Lorsque nous plantons des arbres, nous plantons les graines de la paix et de l'espoir ». Au vu de l'actualité, cela me parle énormément et j'espère que ça vous parlera aussi. Place à l'épisode. Bonjour Marine Bayer. Bonjour Anne, merci. Mais je t'en prie, c'est à moi de te dire merci parce que là, vous vous rendez pas compte, mais on s'est accroché là pour vous fournir cette interview aujourd'hui parce que on a déjà eu un acte manqué avec un coup qui m'a fait penser au livre d'Umberto Eco, L'île du jour d'avant, puisque on a eu une confusion de date puisque elle est déjà, du coup, je sais plus si tu es demain, tu es hier. Et le 20, on est en Nouvelle-Calédonie avec plus 10 heures par rapport à la France, donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc, et donc on a eu ce coup-là. Aujourd'hui, la technique ne nous a pas aidés, mais nous sommes ensemble. Donc, pour mon plus grand plaisir, je vous présente Marine Bayer. Et la question classique de chez Classique, évidemment, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors j'ai 51 ans, je suis née en Bretagne, j'ai 4 enfants.
entre 23 ans et 11 ans. 3 qui sont en Europe, donc moi je suis en Nouvelle-Calédonie avec la dernière. J'ai commencé un parcours par être pilote d'hélicoptère dans l'aéronaval, donc après mon bac à 18 ans. J'avais envie de devenir pilote de chasse parce que c'était une époque où il y avait Top Gun, entre autres, parce que j'avais un cursus où j'étais à l'internat très jeune et j'étais déjà en vie, on va dire, en groupe, en collectivité. Et j'avais surtout un papa qui avait un hobby, c'était l'ornithologie. Et donc, pour mes 11 ans, il a dit, alors j'ai qu'une sœur, hein, mais on est parti en Casamance pour observer les oiseaux pour Noël. Et pour aller en Casamance, bah, c'était mon premier vol. J'ai pris l'avion de ligne. Et au moment du décollage, je me suis sentie scotchée dans mon siège et j'ai dit à maman, je deviendrai pilote. Alors j'ai dit pilote de chasse et elle m'a dit, bah non, déjà pilote, c'est pas possible. Les femmes sont hôtesses de l'air. Ah. Donc, je suis restée avec cette idée-là, un peu idée fixe. Et puis à l'internat, j'étais dans la cour auprès d'un jeune qui avait tout le temps des magazines d'aéronautique. Et je lui demandais pourquoi il avait ces livres-là. Il était 2 ans plus vieux que moi. Et il m'expliquait qu'il avait commencé à piloter, qu'il avait 15 ans et qu'il était allé au club tous les week-ends quand il rentrait de l'internat. Donc à mon tour, je suis arrivée chez moi, j'ai dit: je veux piloter, je veux devenir pilote». Mes parents m'ont dit: «Non, c'est pas possible, à 15 ans, on n'apprend déjà pas à conduire une voiture, donc l'avion, c'est certainement pas possible». Donc j'ai les ai tannés et puis pour mon 15e anniversaire, entre donc mes 13 et 15 ans, je les ai tannés tous les week-ends et au 15e anniversaire, c'est parti. On a fait, notre premier vol. C'était une surprise de mon papa, il m'a amenée à l'aéroclub. Et je suis tombée dans un aéroclub avec une présidente d'aéroclub, une femme qui avait appris à piloter pendant la Seconde Guerre mondiale, donc plutôt rare. Ah ouais. L'auteur, c'était une instructrice, donc plutôt au milieu un peu féminin. Pas toujours, bon, c'est pas un métier qui attire vraiment les femmes. Et à l'issue de ce vol, ben, mon père a demandé: «Est-ce que vous pensez qu'elle a des compétences?» Et c'était oui, on pense vraiment qu'elle est faite pour ça. Donc là, ça a commencé. Voilà, le vol a commencé à mes 15 ans et puis, et bien les années se sont enchaînées, une scolarité plutôt moyenne et on m'a dit: «Vous n'irez pas en première scientifique, après ma seconde». Je me suis dit: «C'est pas possible parce que mon cursus doit être scientifique, sinon j'y arriverai pas». Donc j'ai demandé à redoubler ma seconde et après je suis passée en première scientifique et une terminale scientifique et là j'ai pu, passer le concours, pour être pilote, dans l'aéronaval. Mmh. Mmh. Ah ouais, bien décidé là. Ouais, décidé. Ah bah oui, c'est ça, le brevet de pilote à 17 ans, c'est fou, hein. C'est ma fille aussi dit: «Quoi, on peut?» Je dis: «Oh, pourvu qu'elle ne demande pas!» Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ensuite l'armée comme parcours et pourquoi la marine nationale? Alors la marine nationale, c'est ça bon, comme le parcours, pilote, c'était vraiment la sensation au moment de ce vol à 11 ans. Mais, Mhm. étant à l'internat, très vite, je me suis dit: «Quel type de pilote tu veux être?» Et j'ai pris un papier et un crayon et j'ai marqué tout ce que j'aimais. J'aimais, être près de la nature, j'aimais être près de la mer. Je suis née en Bretagne, juste, à l'entrée du golfe du Morbihan. Mon papa nous amenait, observer les oiseaux tous les week-ends puisqu'il était, dans son hobby, conservateur, des îlots, du golfe du Morbihan, de Ouate, de Belle-Île, d'Edic. Donc la mer, c'était quelque chose qui m'attirait, j'aimais être sur l'eau. Heu, Top Gun qui passe à peu près dans ces époques-là, pareil, pilote de Mm. chasse sur un bateau, une vie en groupe surtout, ce que j'aimais beaucoup l'internat. Donc je me suis dit: «Aimer la mer, aimer la vie en groupe, aimer piloter, ça peut être que l'aéronautique et l'aéronaval». Voilà. Ah Donc voilà. c'était un peu T'avais déjà ouais. une réflexion hyper structurée, hein. C'est vraiment ce que tu voulais. C'est Ah oui, assez rare à ce stage-là, hein. c'est vrai que dans la famille, il y avait pas de pilote, il y avait
pas de gens militaires. Enfin, non, il n'y avait pas de parcours militaire. Bon, j'ai appris plus tard un arrière-grand-père, oui, enfin bon, Ouais. c'était jamais connu. Donc, ça a un peu surpris tout le monde, ça, c'est certain. Mais ça ne déplaisait pas à mon père, hein. Il m'a dit: «Par contre, il faudra que tu t'organises pour aller à l'aéroclub parce qu'il est à 3/4 d'heure de la maison. Donc tu iras en mobylette», ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Je mettais 1 heure à arriver à Ah l'aéroclub ouais. et puis après, il m'a dit: «Tu pourras aller plus vite si tu passes ton permis moto». Donc il m'a fait passer mon permis de moto et après il m'a fait passer le permis voiture. Donc pas du tout classique ce Ah non, 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 non. Ok, confiant le papa. ouais, Intéressant, on dit. Waouh. ouais. Donc t'es déjà dans une famille quand même qui a pas froid aux yeux, apparemment, hein. Non, peut-être pas. Et puis que j'étais l'aînée, il y a pas eu de garçon. Est-ce que quelque part, ils se disaient, enfin, fille ou garçon, je pense que ça peut attirer tout le monde, mais Mm, voilà, pas qui en tout cas voulait qu'on fasse ce qu'on veut. Et je pense que ça, c'est parce qu'il avait eu une enfance où il avait pas fait ce qu'il voulait. mm, Et mm. il, il me disait toujours, si tu aimes ce que tu fais, c'est le principal. Ah waouh. Ouais, ça Mm. c'est chouette, parents comme ça. Alors, tu es la 4e femme pilote d'hélicoptère de la Marine nationale, c'est bien ça? Mhm. Ça se passe comment? Est-ce que tu as eu l'impression pendant toutes ces années, continuer à devoir enfoncer des portes pour pouvoir passer? Ouais. Oui, Oui, grand oui, oui. oui. Toujours, toujours, toujours. Ouais, ouais. Et je crois que c'est encore le cas. Ouais, parce que l'aéronautique et la marine a 400 ans d'histoire à peu près, et l'armée de l'air une centaine d'années. Donc c'est quelque chose qui a une grosse inertie, une grosse histoire. Je dirais que les femmes ne sont pas vraiment les bienvenues. On arrive souvent dans des unités où enfin moi j'entendais, on n'a jamais eu de femme, on n'en veut pas, donc on fera tout pour que tu puisses T'en partir rester? rapidement. Mm. Donc oui, ça a été compliqué. Maintenant, quand je dis aujourd'hui, je suis pas sûre que ça soit mieux. Une des dernières filles que j'ai pu côtoyer, qui a été une de mes élèves, puisqu'à la fin j'étais instructeur, elle a quitté aussi assez rapidement. Donc moi j'ai fait 15 ans, hein, c'était à l'époque un temps qui nous permettait de quitter l'armée avec une pension militaire. Aujourd'hui c'est beaucoup plus, c'est 19 ans. Mais voilà, j'ai fait les 15 ans. J'ai aimé mon métier, je le referais volontiers, mais je sais que ouais, c'est difficile. Et puis je pense qu'à l'âge où je suis rentrée, c'est aussi jeune pour se battre. Parce qu'à la fin, à 34 ans, quand je suis partie, par rapport aux agressions, je savais plus réagir. Mais au début, euh, on pense que de toute façon, toute personne qui a plus de grade que nous, on doit lui obéir, mais en fait, non, et des fois, il s'agit de notre survie, et c'est pas parce qu'on est plus gradé qu'on doit nous faire faire n'importe quoi, et qu'on doit toujours accepter l'inacceptable. Donc, ouais, Mm. je pense que quelqu'un qui rentre dans l'armée, hein, on le voit encore, hein, il y a des fois des articles, attention, le bizutage, il faut accepter certaines choses, mais pas d'autres. Bon, moi, je pense que mes années, quand même, ont été positives dans mes, mes embarquements, les équipes avec lesquelles j'ai été. Maintenant, c'est souvent des gens plus gradés qui ont été, et des fois pas du tout des pilotes, qui ont Ah été, ouais. matchs. Je pense aussi que le fait d'être embarqué, d'être loin des familles, de vivre entre nous pendant des mois et des mois, font qu'il y a des attitudes qui sont entre hommes et femmes exacerbées par ce manque de vie civile, on va dire, hein. Et Mhm. j'étais sur un bateau une année, seule femme à bord, par exemple, ça dure 1 an. Voilà. Ouais. Mais tu n'avais pas aussi eu des refus de... Je crois que tu t'es tourné vers l'hélicoptère parce que l'avion, c'était un peu bouché pour toi aussi, non? Alors oui, 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 ça c'est quand je rentre à 18 ans dans la marine, c'est un tronc commun à l'époque, parce qu'aujourd'hui là, il y a eu aussi des changements. Donc on part pour 1 an sur un avion, enfin sur plusieurs avions, Cap 10, Rallye, Epsilon. Aujourd'hui c'est plus Curtius. Et cette année-là,
À la fin, on a un classement et selon nos desiderata et notre place, eh bien, on a ce qu'on veut ou pas. Et pour ma part, j'arrive deuxième et les 2 premières places sont ouvertes aux chasseurs, aux pilotes de chasse. Donc je demande à faire ce cursus, mais on me dit: «Mademoiselle, ce n'est pas ouvert aux femmes. Que vous Ah, devenez-vous là?» Et comme, l'armée de l'air avait, ouvert une année plus tôt, et Caroline Aigle était, celle que peut-être on retiendra, en tout cas la première à rentrer dans l'armée de l'air en tant que pilote de chasse. J'ai cru que la marine ouvrirait peut-être avec 1 ou 2 ans de retard. Bon, ça sera 10 ans de retard ah et ouais, il y en a toujours pas. Il y en a toujours ok. Ah ouais. Ça a été très ouais, très compliqué. Donc on me donne quelques minutes pour choisir et je dis: «Bah, si c'est pas ouvert, aux femmes, je souhaiterais embarquer, donc j'aimerais être pilote d'hélicoptère», puisqu'autrement les autres types, de pilotes qu'on peut retrouver dans la marine, c'est la pilote de chasse, j'en ai parlé, pilote d'hélicoptère ou les pilotes d'avions de surveillance maritime, qui sont à base et à terre, qui se posent pas sur des porte-avions ou autres bateaux. Donc comme, je souhaitais vraiment embarquer, bah, c'est l'hélicoptère qui a pris le dessus. Ouais. Ok. J'ai à peu près 3 ans d'école pour, être pilote d'hélicoptère. C'est pratiquement tous les jours éliminatoires. Ah Heu ouais. et puis, quand on Vous soit commencez à combien? Vous terminez à combien dans ce genre de truc alors? alors, à l'époque, on était 3 000 à souhaiter être pilote. On était 80 dans l'année à rentrer, à la sélection pour, sortir à 15. Ah Donc ouais, ouais, quand même, de 3000 à et 15, ouais, ouais, il fallait s'accrocher. mmh. Ouais. Ah, comme ça donne quand même une petite idée du parcours quand même, hein, parce que waouh, 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 waouh. Eh bien, après, justement, ce que tu vas faire pendant ce parcours, il y a un événement très marquant. Et ça, justement, mais ça a impressionné Valentine qui te pose cette question-ci. Bonjour Marine, tu peux nous raconter l'histoire de la prise d'otage? Ah oui. Voilà, Valentine, 13 ans, qui a entendu parler justement, bah oui, c'est le fait d'armes marquant qui t'a d'ailleurs valu après, c'est quoi, c'est la Légion d'honneur ou Oui, c'est c'est... Oui. ça. Bah, écoute Valentine, c'est vrai que c'est, mais à l'époque quand je pars, c'est en 2008. C'est un embarquement de 6 mois sur, le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, qui est un bateau école qui maintenant, est démantelé et qui n'existe plus. Mais ce bateau, ben, partait avec des élèves officiers qui, allaient apprendre la navigation, qui allaient apprendre à avoir un aéronef, dans son espace et je pars sur ce bateau. On est 4 pilotes, de la marine avec, 2 avions, 2 hélicoptères et ces hélicoptères, ils sont là, bah, pour faire travailler ces jeunes officiers et puis moi, je suis chef de détachement donc les 3 qui partent avec moi sont aussi là pour, bah, apprendre des nouvelles qualifications. Par exemple, le poser, qu'on appelle l'appontage de nuit ou, le treuillage parce qu'on a des treuils sur ces machines ou le transport de charge. On peut faire de jour, qu'on peut faire de nuit, donc tout ça, c'est des choses que les jeunes vont apprendre. Et on est à ce moment-là à Madagascar en escale et cette escale, elle dure, normalement 5 jours et elle va être, écourtée et on nous dit: «Vous allez être déroutés vers la Somalie». Donc on se déroute et quelques jours, je crois qu'on met à peine une journée et demie à rallier la zone. On arrive sur une prise d'otage qui est, un voilier qui se nomme le Ponant, un voilier qui fait une centaine de mètres avec 3 mâts. Un très beau bateau, un bateau de luxe, qu'à l'époque, CMA-CGM, donc le 2e gros transporteur maritime du monde, avait une compagnie, de tourisme de luxe et ce bateau, il vient d'être arraisonné, en arrivant dans le golfe d'Aden, c'est-à-dire, au niveau, de l'Afrique. Ils étaient en escale aux Seychelles, ils venaient de déposer des touristes américains et les 30 membres d'équipage repartaient vers la mer Rouge. Lorsqu'ils arrivent, donc dans le golfe d'Aden, ils sont, arraisonnés par des pirates. Donc il y a un film qui s'appelle Captain Phillips, un film américain qui, ressemble énormément à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le capitaine, il sait qu'il va arriver dans une zone un peu dangereuse. Il a déjà, entraîné son équipage. La veille, il va aussi, stopper toutes les lumières pour essayer d'être le moins, visible possible, et il va essayer d'être furtif, on va dire.
Donc son équipage s'entraîne à sortir, les lances à incendie si, les pirates, voulaient venir à bord et cetera et cetera. Eh bien, quelques heures après, arrive, exactement ce qu'ils viennent, de jouer, on va dire. Le capitaine du bateau qui s'appelle Patrick Marchessault voit, 2 échos radars qui s'approchent très vite de son bateau et il se dit: «Là, c'est pas bon signe, on va certainement se faire attaquer». Donc il éteint tout, il fait tout éteindre, il commence à faire, des zigzags pour essayer de moins être vu, il met les machines plus rapides et cetera et cetera. Il voit les échos, qui s'éloignent, il se dit: «Bon, allez, ouf, je suis tranquille» et ça recommence et cette fois-ci, c'est l'assaut. Donc les pirates vont réussir à monter à bord du bateau. Ils utilisent, des échelles qui sont toutes en cardage. Ils arrivent à jeter, comme ça les échelles, ils montent, donc un tombe à l'eau, souvent les pirates somaliens savent pas nager donc il y en a un qui meurt tout de suite, et puis ils arrivent donc à 2 skiffs et ça monte, ils sont armés. Ils vont donc, aller vers, la tour de la tour de navigation. Ils vont rentrer et le capitaine, il a dit à toutes les filles sur haut-parleur: «Allez vous cacher» et donc ils avaient aussi briefé qu'elles allaient se cacher dans un pont inférieur où se trouvent, les, conserves et les bouteilles de vin. On va dire les réserves, pour manger. Là, elles vont rester enfermées 48 heures, puis au bout de 48 heures, elles vont sortir parce qu'elles se disent: «On nous a oubliés» et puis manger des boîtes de conserve et boire du vin, c'est un au bout de 48 heures, je pense qu'elles seront un peu gaies aussi, donc elles vont sortir de là et ça va pas du tout plaire aux pirates qui sont persuadés que, bah, il manque, que l'équipage était bien au complet. Le capitaine est toujours, assez aventureux, je dirais, dans l'histoire. Il cache, des VHF marines qui sont un peu comme des talkie-walkie avec lesquels on peut, échanger avec d'autres bateaux et régulièrement, il émet, pour dire, «Je suis là», et on arrive du coup à rentrer en relation avec lui sans que les pirates le sachent. Et donc, il va pouvoir donner des informations du nombre de personnes à bord, les armes, il ne les connaît pas toutes, mais au moins combien il y a d'armes, etc. Et Et, surtout d'ailleurs avec une de ses armes sur la tempe, je crois, après avoir, quand les femmes sont sorties. oui, les femmes sont sorties, ça lui a pas du tout plu au chef pirate. Et il a mis un pistolet sur la tempe du capitaine et il lui a dit mais t'es un menteur, je peux pas te croire. Donc, il a eu une première frayeur. Il en aura une deuxième. C'est qu'après, il va falloir penser à récupérer ces pirates, ces otages, et les libérer en tout cas. Donc, il y a un PC de Clis qui se monte en France. Il décide avec l'armateur voir quelle est la somme qu'il va être d'accord de donner pour libérer les prisonniers. Et au bout d'une semaine, l'accord est fait. Donc pendant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? On va nous demander d'aller survoler le bateau, d'essayer de prendre un maximum de photos. Sauf qu'il ne faut pas non plus s'approcher trop puisqu'ils ont mis de l'armement un peu partout. Donc je fais ce vol de reconnaissance très rapidement. Après, on reste parce qu'il nous explique justement par les chefs que ça les a mis, ça les a bien tendus et qu'il ne faut pas repasser, sinon on va se faire tirer dessus. Ce Et qui, quand on est en hélico, n'est jamais une très bonne chose. Puis tu dis, on est assis sur des réservoirs. Hein. ouais, c'est ça, on est un petit peu, on serait vite un feu d'artifice parce on serait une petite boule de feu. On est vraiment sur un gros réservoir. C'était sur des petites machines en plus, sur des Alouettes 3 qui n'étaient pas du tout faites pour le combat. Et Paris se prépare aussi, c'est-à-dire qu'ils envoient le GIGN, ils envoient les commandos marines, ils envoient aussi des sacs avec l'argent qui est en petites pièces de 100 $. Donc il en faut beaucoup des sacs. Et tout ça va arriver par parachute. Donc ça s'appelle ça tarpoon. Donc ils parachutent ça à côté du bateau où nous sommes. Et on récupère ça avec des Zodiacs, on récupère tout le monde, donc le GIGN, les commandos marines, l'argent, voilà.
Donc on est plutôt prêt, 4e, 5e jour, on brief tous les jours en pensant que c'est peut-être dans les heures qui viennent. Mmh. Mais en fait, on est trop nombreux, en tout cas, les commandos ou ceux qui vont raisonner, les tireurs d'élite, ils sont trop nombreux. Donc on a décidé que si c'était un jour impair, c'était la marine avec ses commandos marines qui allait intervenir. Si c'était un jour pair, ça allait être le GIGN. Voilà, donc pas de comme ça, pas de jaloux. Et ça tombe, le jour J, ça tombe sur les commandos marines. Donc on a briefé avec ces 2 unités pour nous dans les hélicos. Qu'est-ce qu'on a mis à bord? Ben, on s'est préparé. On a l'armée de terre qui était là avec aussi 2 hélicoptères, dont un qui s'appelle la Gazelle Haute, qui a un missile Haute. Donc ils vont mettre un missile, se préparer aussi. On va mettre un hélicoptère en version évacuation sanitaire, c'est-à-dire on va mettre des civières, on va préparer s'il y a quelqu'un de blessé. On va avoir un hélicoptère qui est toujours de l'armée de terre avec des journalistes à bord, parce que les journalistes militaires vont arriver aussi. Et on va avoir d'autres bateaux qui vont rallier pendant ces 5-6 jours de négociation. Donc on va se retrouver assez nombreux. On Un va journaliste militaire, tu sais que je connais pas du tout. C'est quoi comme le principe? Alors, on a alors le groupement, je sais pas comment il s'appelle. On a 2 personnes qui sont arrivées, pareil, avec le GIGN et qui ont été mises sur l'affaire. C'est pas du journaliste civil. Je pense qu'ils doivent avoir des agréments particuliers pour pouvoir aller filmer les missions militaires. Des Ah voilà, ok. opérations comme ça, ouais. Des habilitations particulières, de secret, de pas divulguer tout, d'être aussi contrôlé sur ce qui vont être dit, voilà. Pas gêné, peut-être? Ah ouais, ouais. Faut pas récupérer toutes les informations parce que sinon on peut s'en servir, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe après? Ben là, on va dire le prix. Ils se sont mis d'accord. À l'époque, c'est le président qui s'appelle Nicolas Sarkozy. On n'a pas briefé, on l'a pas eu au téléphone, mais certainement que l'amiral qui s'appelle Marin Gillier, qui chapeaute toute la mission, est en relation avec lui en permanence. Donc, on nous briefe sur la journée, on nous dit voilà, si à un moment ou à un autre, on doit aller chercher les otages, il faudra se mettre en stationnaire autour du bateau, être prêt à tirer sur les pirates si ils tirent sur les otages. Et si par contre tout se passe bien, que les sacs d'argent de dollars sont récupérés et que les otages sont rendus, on se pose, on rentre à bord et on arrête la mission à ce niveau-là. Donc, le jour où j'y arrive, moi je me dis, j'ai quand même 3 enfants à cette époque-là qui sont en France, qui ont 1 an et demi, 2 ans et demi, 4 ans, que j'ai pas vu depuis quelques mois. C'était une mission qui partait pour 5 mois et demi et là on est presque sur la fin, on est à 3 semaines du retour. Et du coup, je vais écrire un courrier à mes enfants en leur expliquant que je fais un métier qui me passionne, mais qui m'amène à être loin d'eux, qui m'amène aussi à vivre quelque chose de très spécial en ce moment, que je suis pas sûre de pouvoir revenir en vie et je leur laisse un courrier que je vais donner au commandant du bateau avant de partir. Toujours pas de questions dans ta tête, c'est le métier que tu as choisi, c'est bon? Ou tu te dis quand même, ah, quand même, 3 enfants, qu'est-ce que je fabrique? Non, alors ce que je me dis, c'est j'ai en effet 3 enfants, j'ai en effet un détachement de 12 personnes avec moi, je suis chef de détachement. J'étais censée être sur un bateau école, je me retrouve à faire une mission opérationnelle, mais en même temps, c'est aussi le métier que j'ai choisi. Donc je vais y aller, je vais libérer des otages français, 22 sur les 30 sont français. Donc je me retrouve tout à fait dans ce que j'ai fait comme mission d'entraînement, dans ce que j'ai pu, ce que je peux. Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal d'aller au bout de cette mission. Voilà. Mmh. Et là, je pars quand même en me disant est-ce que je vais revenir en vie? Et ma question, elle est légitime puisque tous les jours on briefait donc avec des tireurs d'élite qui avaient l'habitude des missions de ce style. Et il y en a un qui me dit, écoute, moi je suis à 3 mois de ma retraite, ça
fait 25 ans que je fais des missions et là, je dois dire qu'on est vraiment de la chair à canon parce qu'on va être très près, on sait maintenant quel armement ils ont puisque tu as été, faire des photos, on sait qu'ils peuvent nous tirer dessus très facilement. Donc moi, je serai dans l'hélicoptère, ça bouge, le stationnaire, il y a toujours des vibrations, donc pour que mon tir soit vraiment, parfait, ça va être difficile. Donc il ne me rassure pas du tout, quoi. Donc du coup, Ouais, chouette. en fait, elle va être écrite, à partir de ce moment-là où je briefe, avec cette personne. Je me dis: «Ah là, OK». C'est là que je prends conscience des choses, mais ça doit être le troisième ou quatrième jour qu'on en discute franchement. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok. Et donc Donc la suite? après, on va nous dire d'être prêt à décoller, à partir de 5 heures et quelques du matin, puis 6 heures, puis 7 heures, puis 8 heures. Puis là, on nous dit: «C'est le moment», donc on décolle, on se met en stationnaire près du bateau. On voit que les otages sont, bien récupérés, que les sacs de rançon sont bien donnés, aux pirates et le capitaine, lui, les commandos l'avaient briefé: «Si tu restes sur un pont et que tu n'es pas avec ton groupe et ton équipage, sache qu'ils risquent de vouloir te garder parce qu'ils vont faire monter les enchères, ils vont demander un peu plus de rançon. Donc surtout, peu importe où tu seras, si tu peux te jeter à l'eau, jette-toi à l'eau». Donc c'est ce qu'il va faire. Il va sauter du plus haut des ponts, je crois qu'il est à 20 mètres et bien, en bas, il y a des nageurs de combat, il y a des plongeurs qui sont sous l'eau, il va te récupérer. Il dit que ce saut, il va avoir toutes les larmes de son corps qui vont sortir à ce moment-là parce que, il a peur, mais en même temps, il sait que c'est sa voie de sortie donc il y va Mhm. et il va retrouver tout son équipage à bord de la Jeanne d'Arc parce que c'est là que vont être, ramenés tout l'équipage. Il y aura une cellule de psychologues qui va être mis en place aussi pour les recevoir, pour pouvoir échanger avec eux. On sait que dans ce qu'ils nous racontent en arrivant, c'est que, par exemple, il y a d'autres pirates et un autre groupe de pirates qui sont venus attaquer le bateau pendant la semaine où ils ont été arraisonnés. Donc, ils se sont tirés dessus et que, bah, l'officier en second, il était en passage de navigation et dans ses tirs, il y a une balle qui fuse près de son oreille et ça va faire exploser, la branche de ses lunettes. Donc lui, la Ah mort est ouais. pas assez près non plus. Ah Donc ouais. ils racontent tout ça, donc ils sont quand même, un peu sous le choc de tout ce qui vient de leur arriver. Et la fin de matinée, eh bien, on va tous se restaurer, prendre notre déjeuner et là, on est au dessert et au dessert, on nous dit, sur haut-parleur: «Tous les pilotes doivent retourner à leur machine». Donc on comprend pas ce qui se passe, mais on y va et en l'air, on a un briefing, où on nous dit, voilà. Attends, t'as même pas pu manger ton dessert? Mais c'est dur l'armée. Dur. Je me rappelle, c'était un chausson aux pommes. J'ai failli m'étouffer avec, en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Donc voilà, on décolle avec le chausson aux pommes de travers et puis, on nous briefe en vol et on nous dit, voilà, il y a un Atlantique, 2, donc c'est un avion, marine, hein, qui est à une dizaine de kilomètres d'altitude, qui a des caméras qui font qu'il peut tout suivre et on a Sans vu être vu sans à être cette vu, hauteur-là. on a vu une partie de la rançon qui est en train d'être mis dans des pick-up et qui va partir probablement et donc on va essayer d'attraper ces pick-up, de les rattraper, de les arrêter et puis de récupérer une partie de la rançon pour, montrer que voilà, faut pas recommencer et qu'on les laissera pas faire à chaque fois. Donc, on redécolle, on apprend ça, on est guidé par, l'Atlantique 2 qui nous dit, voilà, prenez un peu plus par là et tout d'un coup, bien sûr, on voit, cette fumée, cette poussière qu'il y a, derrière le pick-up qui est parti dans le désert. Donc on s'en rapproche et là, le tireur d'élite, il y en a un, qui est dans un Panther, hein, parce qu'il y avait aussi cet hélicoptère-là avec nous, va tirer dans le moteur du pick-up, ça va l'arrêter net. Il y a un petit éclat de métal qui va aller se loger dans le tibia, d'un des pirates. Ça sera le seul blessé. Ensuite, il va y avoir des tirs entre, bah, les commandos et les pirates, puisqu'il y a à peu près 6 pirates à bord de ce pick-up.
Ça va vite, ça s'appelle des tirs d'un raisonnement. En fait, ça va vite s'arrêter parce qu'ils vont voir ils sont pas assez puissants par rapport à 6 hélicoptères, à des gens Hmm. qui les entourent. Voilà. Donc le pick-up en plus vient de s'arrêter, ils sont dans le désert. Alors le désert est jamais un désert de solitude, hein. Il y a toujours un bédouin avec des chefs qui arrivent. C'est incroyable. Donc Ah, la première fois que j'étais dans le désert, mais quelle galère! On a essayé de trouver un endroit où faire un petit pipi sans qu'il n'y ait pas deux petites têtes qui apparaissent au bout de 30 secondes au-dessus d'une dune. Tu te dis, mais il est plein ce désert, c'est comme ça partout. c'est fou. Donc voilà, du coup ils vont s'arrêter assez rapidement. Dans les tirs en tout cas, les échanges vont être très rapides. Et puis on va se poser. On va être 3 hélicos à se poser. Du coup, les commandos vont courir, rattraper ces pirates qui essayent d'aller se mettre derrière des busquets à droite à gauche avec des sacs de dollars. Et donc, ils sont rattrapés, ils sont amenés à bord des hélicos. Ça fera donc 6 prisonniers, mais sur les 6 prisonniers, il y en aura 2 qui sera jugés 2 ans après comme responsables et les autres ne le seront pas. Et, et un des hélicos qui est donc en version la Gazelle avec le missile Hot va tirer sur le 4x4 à l'issue et détruire la machine. Voilà. Avec ce qui reste en armement, en argent, voilà. Après, D'accord. on rentre vite à bord pour finir le Chausson aux pommes. chausson aux pommes, bien sûr. Et, et voilà, Quand donc même. c'était important. Bon. Mais oui, Voilà. Donc, enfin, il y aura un blessé, ce qui est peu par rapport oui. aux armements qu'il y La avait taille et de la aux mission. tirs qui ont été échangés, mais ça s'est bien déroulé, on va dire. Bien déroulé. D'accord. Et le crime n'a pas payé, en espérant que ça a eu un impact. Et il y a toujours des problèmes de piraterie par là maintenant? Ou Oui, ça s'est calmé? oui. Oui, toujours. Ouais, il y a on va dire un corridor, une task force qui a été mis en place pour contrer ça. Donc, en gros, quand des bateaux, qui soient des bateaux de tourisme ou des bateaux de la marine marchande, vont vouloir se rapprocher, là, en ce moment, on peut pas, il y Oui, a encore plus de je peux difficultés. pas. C'est C'est pas chaud. Oui, voilà. Ça, c'est pas simplifié par là, hein. Donc, il y avait un corridor avec des bateaux militaires qui, un devant, un derrière, puis tous les bateaux se suivaient un peu à la queue leu leu pour entrer dans la zone. Parce que c'était en effet une zone de piraterie. Il y en a d'autres. Il y a le détroit de Malacca du côté de la Chine. Il y a quelques zones comme ça. Je me rappelle d'ailleurs qu'un de ces détroits-là, quand on est allé dans le détroit de Malacca, on était aussi, c'était 10 ans avant, sur ce porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Et on est 700 à bord avec les élèves officiers. C'est un bateau qui emportait pas mal de personnes. On nous a enfermés pendant 3 jours et 22 commandos sont restés dormir dehors et ils ont fermé les portes étanches pour passer le détroit. Parce qu'ils osent attaquer les bateaux militaires, hein, ça les dérange pas, Ah hein. ouais. Mhm. Ah ouais. Ils sont armés à ce point-là. Ils sont équipés à ce point-là. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça, j'imaginais pas, quoi, tu vois. Mm. Ah oui, Oui, là, oui. je me suis dit, oh non, un gros bateau comme ça, ils étaient safe. Ah non, même pas. Ok, ok, ok. Et ils ont recommencé hein, après cette mission-là. Je sais pas, 6, 7 mois plus tard, ils ont attaqué le Var qui était dans le coin. Et bon, après, comme ils y vont de nuit, et que c'est pas ils ont pas des moyens énormes, hein, donc ils vont se rapprocher du bateau, ils vont tirer dessus, ils vont croire puis à un moment, ils vont se dire: «Mais il y a des tourelles de 100 millimètres, mais il y a de l'armement. Ah, je suis peut-être sur un bateau militaire, donc je vais faire demi-tour ou pas». Parce qu'ils se disent Ouais. aussi que s'ils y arrivent, ben, ils récupèrent pas mal d'armement, donc c'est bien. Ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'ils avaient un petit fascicule de bien se tenir en tant que pirate. Donc une espèce de bible avec une checklist, il faut pas faire Le ci, faut savoir-vivre du pirate. c'est ça. Ils avaient ça. On a rigolé parce que quand on est arrivé à bord, on a trouvé ce petit fascicule, c'était Ah, sympa. c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Bon, bah écoute. Ça veut dire Oui, que ça ils sont bien organisés quand même, hein. Ouais. c'est ce que ça veut dire aussi parce que en effet, quand j'ai fait le vol le survol pour essayer de voir ce qui se passait à bord, mais aussi à terre. Et après, ils ont vu que ce village avait un camp d'entraînement. C'était un truc organisé. Mm. On sait par qui? Par qui, l'entraînement?
vous voulez? Qui organise ces camps? D'où vient... Je pense que dans cette zone-là, on a le Putschland, c'est un endroit où il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de- chacun fait justice comme il veut. Donc il y a des bandes organisées et là ça va. Le gouvernement, je sais pas s'il est vraiment très très clair là-dedans, mais c'est des zones de non-droit. On fait ce qu'on veut. Ouais. Après, je Mais peux c'est comprendre local, quoi. parce que les gens qui ont été arrêtés, ils étaient, c'était des gens qui, enfin, aux vêtements déchirés, très fins, dénutris. Enfin, c'est des gens qui attaquent parce que il y a ce luxe qui passe à côté et qu'ils ont faim. Hein. Ouais. C'est vrai que l'injustice est tellement criante, on peut pas, ouais. On leur jettera pas la première pierre, on va dire, dans ce cas-là. Mm. Ouais. C'est un peu nargué, ouais. Tout à fait. Du coup, peut-être, voilà, t'as fait un revirement dans l'humanitaire. Mais justement, on va parler d'une transition. À un moment, bon, l'armée t'a dit, bon, c'est bon, on a donné. Et tu as changé, t'as pas mal viré ta cutie, puisque là, finalement, t'as quand même été infirmière. Donc, ça aussi, tu en as retrouvé dans ton ascendance, apparemment, dans la famille, il y en a eu. On va voir si c'est ça qui a influencé ou pas, mais je crois que si on cherche suffisamment loin, on a un peu de tout, en fait. T'as peut-être du sang pirate aussi. Donc, en Bretagne, ça va de soi. Et donc, comment tu en es arrivé? C'était un souhait aussi qui était assez ancien de te tourner vers la médecine? Bah, Passion tardive. si, quand j'ai passé le bac et que je me suis dit, allez, je tente pour faire pilote dans la marine, je me suis dit, il faut toujours un plan B. J'ai bien conscience qu'il y a 3000 dossiers. À mon premier entretien, premier test médicaux, on me dit que je n'y vois rien, que je serai jamais pilote. Je demande une contre-expertise. Et je me dis, bon, t'as bien fait de penser à un plan B et ça sera vers le soin. J'avais envie d'être médecin, j'avais envie d'être chirurgien. Je voyais ça aussi comme un métier super. Alors là, peut-être parce que mon papa était chirurgien dentiste, on avait une télé et la seule fois où on a le droit de regarder la télé, c'est quand il regardait des chirurgies dentaires. Donc peut-être que là, je me suis dit, ah, je suis un chirurgien, ça a l'air bien. Et, Il y en a qui ont Disney. Bon. ouais, bah non, pas moi. Non, c'est pas la même chose. Et donc, bah, c'était une question enfin, c'était une voie de sortie qui était là, parce qu'en plus, pendant les 3 années avant d'avoir mes ailes, hein, puisque l'école dure 3 ans, à tout moment, je savais que ça pouvait être la fin aussi. Hein, je voyais bien, il y en a un qui part et un autre qui part, et qu'est-ce que j'allais faire? Je pense que je serais partie vers la médecine. Donc, quelques années plus tard, à 35 ans, quand je quitte l'armée, c'est vrai que qu'est-ce que je fais? C'est une question. Est-ce que je reste pilote, puisque j'ai des brevets qui sont tout à fait qui sont reconnus dans le milieu civil. Donc à l'époque, les jobs possibles, c'était pilote des ports, comme on a par exemple au Havre, quand un grand bateau de marine marchande arrive et que le capitaine ne connaît pas le port, ben, il se fait aider par quelqu'un et que souvent un hélicoptère amène et treuille. Donc ça, il restait quelques places pour ce job-là. Après, il y avait un autre boulot à l'époque, c'était être dans le transport on va dire de VIP, même pas. On transportait sur les plateformes pétrolières en Angola le personnel. Donc là, je me suis dit, l'Angola, ok, pilote des ports, ok. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est une période où certains sont même dans mes collègues au chômage, ce qui était impressionnant. Tiens, Et j'avais interviewé quelqu'un du PGHM. Ça, t'y as jamais pensé, à ce cours de haute montagne? C'est des ouais, bons pilotes, là. bah, dans ma formation de pilote, on faisait un tronc commun avec l'armée de terre, le PGHM, enfin ceux qui étaient pilotes gendarmes, les pilotes pompiers, parce qu'il y en a aussi. En fait, on a le même cursus au départ et après, par contre, on a fait directement un concours dans la gendarmerie ou dans la marine ou dans l'armée de terre. Mais c'est pas une reconversion possible en fait. C'est normalement D'accord. Ah, voilà. dès le départ pilote gendarme, voilà. Ok. Donc, ce qu'on peut faire aussi, mais il n'y avait pas de place, on voit des hôpitaux avec des SAMU, avec des pilotes de SAMU.
Mais à cette époque-là, c'était vraiment bouché. Donc voilà, il me restait l'Angola ou les ports, plutôt vers la Hollande, et quand je quitte l'armée, bah, je viens de me divorcer, j'ai la garde de mes enfants, qui ont donc 1 an de plus, donc 2 ans et demi, 3 ans et demi, 5 ans et demi, et je me vois pas partir en Angola. C'est des contrats 5 semaines on, 5 semaines off, donc partir avec les 3 sous le bras, dans 5 semaines, les mettre en Angola, je sais pas où, parce qu'il y a encore plein de mines antipersonnelles et que les gamins finissent avec une jambe de moins. Je dis non. Et là, la question se pose, est-ce que je vais pas plutôt aller vers la médecine, en sachant que quand je discutais avec ceux qui étaient pilotes et qui avaient quitté 3-4 ans avant moi, j'avais l'impression moi j'appelle ça vieux conis avant l'âge, c'est-à-dire qu'ils parlaient toujours de leur mission, dans leur année de marine, et après ils me racontaient que très peu de choses, parce qu'ils étaient probablement moins passionnés. On nous apprend tellement de choses, on nous apprend à faire de l'émission d'antipiraterie, de narcotrafic, qu'est-ce qui existe dans la marine, avec certains qui sont sur des machines comme il y avait le Lynx ou le NH90 aujourd'hui, de la lutte anti-sous-marin, on peut torpiller un sous-marin, on peut faire de la surveillance des pêches, bien sûr aller chercher des ressortissants français. C'est très très varié. Ouais. On se Donc retrouve. passer de Top Gun à La petite maison dans la prairie, c'est un peu trash. Ouais. Moi, je me suis dit, si tout d'un coup tu deviens taxi, non, quoi. Tu vas vite t'ennuyer. Alors, bon, donc voilà, j'ai décidé qu'il fallait reprendre tout à zéro, faire un métier nouveau, continuer à piloter parce que c'était une passion, donc ça, j'ai pas arrêté. Donc, je suis partie, non pas en études de médecine à 35 ans avec les 3 petits sous le bras, mais en études d'infirmière. En me disant chirurgien, si tu feras IBOD, si tu veux, au bloc opératoire, tu te rapprocheras de la chirurgie en étant infirmière. Et puis, sur ces 3 années d'école, je vais faire plusieurs stages, dont stage en chirurgie, mais je retrouvais un esprit machiste que j'ai pas du tout envie de retrouver, donc je me suis dit non. Et j'avais envie de liens, et je trouvais que l'IBOD, elle se donnait beaucoup, beaucoup d'instruments, hein. Il y en a 5000 à connaître. Le patient, il arrive, il est endormi, il repart, il est endormi. Donc, en fait, le lien, c'est surtout un lien peut-être avec l'équipe de travail, mais pas avec le malade. Et donc, finalement, ça sera pas mon choix. Mon choix, ça sera de partir juste après mon diplôme d'infirmière vers les soins palliatifs. Oui. Et donc, évidemment, attends, ça c'est Amandine que ça avait intrigué. Donc, voilà, écoute, c'est sa petite voix. Bonjour Marine, pourquoi ça ne t'a pas traumatisé de voir des gens sur le point de mourir? Déjà, ce choix des soins palliatifs, puis, oh là là, passer ses journées à voir des gens mourants, oulala, comment est-ce qu'on s'en sort? Amandine, comment on s'en sort? En fait, la mort peut être joyeuse. C'est sûr que la période où la personne a son dernier souffle, en général, elle n'a pas un grand sourire. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'étais en école d'infirmière, et c'est tous les stages que j'ai pu faire, moi, je me suis retrouvée dans des services bien différents, mais on peut, dans tout service, être en fin de vie. Et j'avais pas travaillé dans un service spécialisé. Donc, je voyais plutôt des fins de vie où les gens, ils étaient seuls, où on nous disait, écoute, tu passes 2 fois dans la journée, tu regardes dans quel état il est, s'il est mort, c'est normal parce qu'il est en fin de vie. Mais j'ai trouvé qu'il manquait un accompagnement, on ne leur tenait pas la main, on n'était pas là pour ce moment qui est quand même, pour moi, quelque chose enfin, c'est comme la naissance, la mort, c'est des étapes de vie vers la mort, qui sont hyper importantes. On lâche pas quelqu'un comme ça. Et donc, ça m'avait interpellée dans plusieurs services de voir qu'au moi, on les accompagnait très mal. C'était quelque chose qui n'était pas bien fait. Je voulais savoir si on pouvait faire mieux. Puisqu'en tant qu'infirmière, potentiellement, tout le monde n'est pas guérissable, que la mort est une question. Donc, je suis partie dans ce service, et j'ai vraiment eu de la chance parce que ce service est un service, c'est au départ une association, loi 1901, qui a créé la maison qui est à Gardanne, donc à côté d'Aix-en-Provence, dans le sud. Il n'y a pas beaucoup d'établissements comme ça. Un établissement assez privilégié, il n'y a que 24 lits, mais une façon de travailler qui est commune avec des établissements belges et canadiens.
qui veut que, la personne a le droit, d'avoir, son chat, son chien, qui viennent lui rendre visite. On a le droit d'amener des fleurs alors que dans beaucoup d'endroits, surtout pas de fleurs, pas de plantes, c'est mauvais. L'équipe pour de travail, les équipes, soignants, aucun uniforme, aucune distinction de moi je suis soignant, toi tu es le malade. Tout le monde en tenue civile, avec des tenues qui se lavaient bien sûr à chaque fois, avec un service d'hygiène approprié, avec pas d'étiquette, moi docteur, moi infirmière, donc pas de prénom. Enfin, les gens sont obligés de se questionner qui tu es, quel est ton prénom, qu'est-ce que tu fais. Moi je fais le ménage, moi je fais la cuisine, moi je suis infirmière, je suis aide-soignante, je suis médecin, voilà. Mhm. Et donc un endroit, très humain, pas d'horaire non plus, tu dois manger à telle heure, tu dois être lavé à telle heure, on le fait en fonction de ton état. Donc bah, j'ai vu qu'on pouvait accompagner, très, 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 très bien. Le soin palliatif, peut être très bien fait, et la chose primordiale, c'est surtout que soit, heu, réajusté et en permanence, savoir mmh, quelle est la douleur de la personne, parce que souvent c'est ça qui est insupportable, en fait. C'est la douleur, c'est le mal-être, donc si c'est bien réévalué, si c'est bien entouré, si on arrive à soulager, bah, l'amour se fait beaucoup plus facilement. Ouais. Mhm. Oui, oui, c'est la douleur qui, Ouais. pas Qui est dire qui gâche tout, hein, c'est pas ça. Ouais, C'est- ils ont mis Mais, fin bien sûr pour beaucoup parce qu'au début ce centre avait été ouvert, pour les gens qui avaient, le sida, mais petit à petit avec la trithérapie on n'en meurt plus, donc ils ont ouvert à d'autres pathologies et essentiellement les cancers. Donc ouvert de 18 ans à parce qu'en dessous ils avaient pas les on n'était pas armés pour recevoir des bébés, des choses comme ça, donc de 18 ans à 103, mm. 104 ans, on a tout vu quoi, hein. Donc Mhm. c'était chouette. Mmh. Tu ressors avec quelle image alors de la mort? Bah, peut-être aussi que j'avais eu un cours qui était intéressant. Hem, après les soins palliatifs, j'ai voulu, aller un peu vers les urgences Mm. et on avait une psychologue qui nous demandait pourquoi on venait aux urgences, dans un service comme ça. Elle nous demande de réfléchir, puis elle nous demande aussi ce qu'on a fait avant. On réfléchit un peu, puis elle nous dit, «Vous savez, quand vous avez fait les soins palliatifs, en général, c'est que vous aviez peut-être très peur de mourir et vous vouliez voir de plus près, vous vouliez accompagner pour essayer de maîtriser un peu la mort, mais Mhm. peut-être votre propre mort un jour». Alors, c'est une analyse, je ne sais pas si c'était la mienne. En tout cas, moi, c'était plutôt de me dire, j'ai vu des gens mourir dans des conditions où je trouve ça, Pas inhumain, humaine. voilà, donc on peut faire beaucoup mieux. Mais peut-être qu'en effet, il y avait ce côté, je veux savoir, mais Mm. il y a de plus en plus enfin de lits qu'on dit palliatifs dans les hôpitaux, et cetera, donc c'est une bonne chose. Aussi une autre chose que je trouve très importante, c'est, l'accompagnement, parce qu'on parle, des suicides assistés en Belgique, des qui sont autorisés, des suicides assistés, dans d'autres pays. En France, on n'en est pas là, mais par contre, on a la loi Leonetti qui est assez peu connue encore, heu, qui est quand même une aide. C'est-à-dire que la personne, souffrante, on sait qu'il y a absolument aucune chance, que c'est les derniers instants. On peut mettre un peu plus de morphine, un peu plus de sédatif, on peut accélérer un peu les choses. Donc on peut accompagner malgré tout, pour pas que ça dure trop longtemps là, la souffrance des derniers du dernier marathon là. Mmh. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et Mmh. donc tu ressors apaisé ou en tout cas un peu mieux armé, peut-être. Oui, Ouais. oui, oui. Mhm. Après au bout d'un certain temps, ouais, comme en fait, je suis tombée enceinte de Lily à la 2e année dans ce service et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'étais enceinte, parce que je trouvais ça incompatible, que les gens voient un ventre s'arrondir, grossir, que j'avais la vie en moi et qu'eux étaient en fin de vie et puis aussi, bon, physiquement, ça demande à pouvoir, soulever, porter, voilà. Donc c'est Mhm. aussi un moment de me dire: «Bon, bah, faut que je passe à autre chose». Mmh. Un autre moment de passage. Et donc tu es passé à quoi? Donc infirmière et puis l'infirmière.
Heu, elle a évolué, au bout de 10 ans, elle s'était fixée que si, un jour elle quittait, l'armée et ce métier de pilote, elle irait vers le soin, mais pour aller, dans les îles, du Pacifique que j'avais pu survoler pendant mes affectations militaires, proposer du soin dans les zones les plus reculées. Donc, au bout de 10 ans, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que là, la question se pose. Je me dis: «Mais j'ai pas réalisé, mon rêve là, donc va falloir que je trouve des moyens d'aller dans des zones perdues». Donc je vais postuler à, une subvention, Donc tu heu, déménages en Nouvelle-Calédonie sans avoir voilà, de job spécialement. D'abord, infirmière. l'objectif, c'était de s'installer ailleurs. Ouais, infirmière toujours, Mm. trouver, bah, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, c'était quand même, ça reste un pays d'outre-mer, mais avec, des capacités de médecine qui sont, françaises. Donc je me suis dit: «C'est pas sûr qu'ils aient besoin de tes services, à moins qu'il y ait des îles un peu loin», et en faisant le tour, non, ils ont pas besoin de mes services. Par contre, autour, le Vanuatu, les Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont des zones où en effet, il y a très, très peu de soins. Donc là, je crée une association qui s'appelle Aide Océan. Et je me dis: «Il faut que tu trouves des sous et si possible, tu prends tes compétences premières, pilote hélico-avion, tu pars avec des soignants et tu vas faire des soins dans les zones isolées». Le premier budget que l'association va pouvoir décrocher, ne permettra pas de louer un avion, un hélico ou trop peu d'heures et les autres budgets des années suivantes pareil. Donc je me reconfigure en me disant: «Si je prends un bateau, je pourrais certainement mettre pas mal de monde». Donc un premier bateau, on en trouve un en Papouasie-Nouvelle-Guinée et on va partir, sur des îles qui sont tout au nord, qui s'appellent, la province de la Nouvelle-Irlande, et les îles sont, dans la mer de Bismarck, ça s'appelle, Tanga, Babassé, Féni, voilà, et c'est juste Mm. après, l'ouverture des frontières après le covid, la pandémie. Ouais, apparemment, tout le monde on t'a pas accueilli en disant: «Mon Dieu, mais quelle bonne idée, madame, lancez-vous seule dans cette région accueillante». Non, non, bah, en fait, c'est vrai que c'est le lieu, je c'est pas moi qui l'ai défini. Je me dis, tu devrais aller au Vanuatu, c'est juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Tu en as pour 1 heure et demie de vol. Et je me dis, je vais me renseigner, je vais essayer de voir des gens qui ont une bonne vision de la géopolitique ici. Et donc, je demande à rencontrer l'attaché de défense. Et cette femme me dit: «Écoute, là, les frontières sont encore fermées. La pandémie fait que le Vanuatu va ouvrir, mais en dernier. Ils ont très, très peur de cette pandémie. Donc, je pense pas que tu pourras y aller. Par contre, je suis attachée de défense des îles de Tonga, des îles du Vanuatu, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur Fidji aussi. J'ai vu un peu tout ce qui se passait. Je pense qu'il faut aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont vraiment des besoins». Donc je dis: «Très bien». Donc je me fixe, d'aller là-bas. Donc sur le petit budget obtenu, je me dis: «Allez, je vais aller voir l'ambassadeur de France, il arrivera certainement à m'expliquer, et à me dire, dans quelle zone il faut aller, qu'est-ce qu'il en pense de la mission, et cetera». Et j'arrive en Papouasie, à Port Moresby, et l'ambassadeur me reçoit et il me dit: «Mais vous êtes avec vos gardes du corps, madame?» Et je dis: «Bah, non, pourquoi?» Il me dit: «Mais vous êtes dans une capitale très dangereuse, vous devriez pas sortir comme ça, vous êtes arrivée de quel hôtel?» Alors je lui dis: «Bah, de tel hôtel». «Vous êtes arrivée comment?» Bah, je dis: «À pied». Il me dit: «Non, mais ça va pas, il faut prendre un taxi sécurisé, blindé avec, des gens armés». Il me Pourquoi les dit: blancs sont des cibles ou comme. Je pense que toute personne étrangère est une cible, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent de faim, donc qui se rapprochent de la grande ville, de la capitale, en se pensant que c'est un eldorado et qu'ils vont pouvoir trouver quelque chose. Mais en fait, on se retrouve avec beaucoup de mendiants, beaucoup de gens qui sont prêts à tuer pour manger. Donc il y a plein de bandes organisées également, il y a de la drogue. Donc bon, du coup, il me dit: «Là, vous êtes sur un pays, vous vous rendez pas compte, donc faut mieux sortir et rentrer en Nouvelle-Calédonie, madame. Au revoir». OK. Donc je sors de ce bureau, j'ai pas beaucoup été aidée, hein. Je me dis: Mhm. «Comment on va faire?»
Et ça va évoluer après. L'ambassadeur va changer, mais sa première réaction, c'était de me dire vous êtes folle. Je pars de là, je me dis il y a certainement un yacht club, il y a certainement des opérations maritimes, il y a certainement une marine aussi, un commandement, et je vais aller poser des questions. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il y a des zones de piraterie? Parce que j'avais pas envie de me retrouver otage, ça aurait été un peu le comble. Et donc je fais ma petite enquête, et puis au bout de 2 jours, on me dit il y a des endroits qui sont plutôt safe, il n'y a pas de piraterie, il faut aller dans le nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Rendez-vous vers soit la New-Britain, soit la Nouvelle-Irlande. Et donc je vois que la Nouvelle-Irlande, c'est vraiment celle qui est le plus loin. Donc je me dis, je vais y aller. Donc voilà, je vais à l'aéroport, je cherche un billet, et il m'en faut 2 parce que pour allier la Nouvelle-Irlande, c'est pas d'une traite. Et j'arrive là-bas 48 heures après. Je regarde, j'arrive dans la ville principale qui s'appelle Cavienne, je me renseigne s'il y a un hôpital, on me dit oui. Je me pointe à l'hôpital, je demande à parler au cadre de santé et on me reçoit. Et j'explique que voilà, j'ai un budget, j'ai 1 an pour le dépenser et je voudrais monter une mission de soins. J'ai besoin de leur aide. Je voudrais savoir si on peut trouver des vaccins, puisque je me dis que si j'ai que 1 mois, 2 mois de Ça se subvention, fait, quoi. il va falloir faire des choses où je suis sûre que le traitement qu'on laisse ou qu'on donne serve à la bonne chose, quoi. Donc je me dis, si on vaccine, ça peut être bien. Est-ce qu'ils ont besoin de vaccination? Et là, ils me disent, oui, bien sûr, on a besoin. On a plein d'enfants qui ont la tuberculose, on a plein d'enfants qui ont la polio. C'est quelque chose qui revient, alors qu'on n'avait plus ça. On a eu des épidémies de rougeole en 2018 avec plein de morts. Donc, bien sûr, et je dis, est-ce que vous avez les vaccins? Oui, on les a. Mais pourquoi les gens meurent? En fait, parce que les vaccins, ils arrivent dans les hôpitaux principaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais après, il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens de transport. Donc, en fait, ils périment dans les frigos. Voilà. Quelle catastrophe. Donc, ils sont d'accord. Ils m'ont dit, vous pourrez prendre autant de vaccins que vous voulez. Et je leur dis, des soignants, parce que moi, je veux bien venir avec un petit pool de soignants, mais je sais qu'il y a 820 langues parlées. Et l'anglais va nous réunir, mais malgré tout, je pense que c'est très important. J'ai pas les codes. Vous avez des traditions qui sont différentes, une culture qui est différente. Ils me disent, bah oui, on pourra mettre des soignants. Ok. Donc, je dis, on fait un contrat, on fait quoi? Ils me disent, bah, le contrat, il faut mieux vous voyez avec les autorités nationales et nous. Mais renseignez-vous aussi à Port Moresby. Donc, je repars à Port Moresby. Et là, je me dis, il faut que je rencontre les autorités nationales. Donc, pareil, je me présente. Voilà, je voudrais monter une mission. On me dit, ok, on a un service pour les partenariats. Rentrez en contact avec le chef de service et montez votre contrat. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça a été un peu compliqué parce que, bien sûr, il y a beaucoup de corruption. Donc, à la fin, quand il fallait le signer, il y avait toujours une demande de bakchich et autres. Mais ça se fait, on signe le papier le jour où tout le monde arrive à l'aéroport et embarque dans le bateau. Et on va partir. Donc, le premier bateau qu'on trouve s'appelle le Golden Dawn. C'est un bateau qui est à Port Moresby, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va devoir faire, le bateau va faire 5 jours de mer pour rallier Cavienne. Là, toute l'équipe médicale va entrer à bord et on va partir sur les zones que la province de la Nouvelle-Irlande a décidé, puisqu'on va faire en fonction de leurs besoins. Donc, ils nous expliquent que cette île, il y a on va dire qu'il y a la moitié de l'île qui a une route qui fait le tour de la côte, et l'autre moitié, il n'y a plus de route, il n'y a pas de route. C'est une île qui est à peu près qui fait 400 km, un peu moins 350 par 35 de large. C'est presque comme la Calédonie, en fait. On est presque sur les mêmes distances. Et puis, ils nous disent aussi qu'il y a des îles où ils ne sont pas allés depuis très longtemps et que ça serait bien qu'on y aille. Donc voilà, on va faire cette côte où il n'y a plus de route, parce qu'il y a eu quelques routes qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains, mais toute la végétation a recouvert, il n'y a plus rien. Et on va aller faire ces îles qui sont à l'est. Voilà, pendant la première mission, par 6 semaines, ouais. Et c'est comment alors le terrain? Alors le terrain, quand on arrive, il y a pas de moyen de communication, donc ils peuvent pas savoir qu'on va arriver.
Donc on va tous les soirs avant la nuit aller se présenter dans un nouveau village, demander à parler à l'équivalent d'une mère, on appelle ça un charman. On lui dit qu'on est là avec des vaccins, qu'on a des... La première mission, on n'a pas... Parce qu'on va évoluer bien sûr en fonction des besoins qu'on va rencontrer, mais la première mission, on a des vaccins et un dentiste. Mais après, on va évoluer parce qu'on va se rendre compte que les femmes demandent la pose d'implants, qu'il y a 80% des femmes qui sont violées dans cette région du monde. Et donc, on Oui, rajoutera ça. Après, par les différents biais, on va rencontrer des partenaires comme la fondation Essilor Luxulor qui va nous permettre d'avoir des lunettes de vue. On va rencontrer une association locale qui s'appelle Bookbidon Pikimini qui va nous permettre d'avoir des livres pour les écoles. C'est une association qui ouvre des bibliothèques un peu partout dans la Papouasie, mais pas en Nouvelle-Irlande, c'est trop loin. On va avoir un partenariat avec Total Energy qui va nous donner des lampes solaires. Donc voilà, on va grossir un peu en action. Et sur la première mission, en tout cas, on vient la veille, avant la nuit, parce qu'il y a quand même beaucoup de paludisme et on sait que les moustiques commencent à avoir très faim au moment du coucher du soleil. Donc on va se présenter, le chairman il va nous dire oui ou non. Ils ont dit oui à chaque fois. On va leur proposer d'arriver le lendemain matin, le temps que ça puisse être diffusé, que dans la nuit, tout le monde sache qu'on va venir. Donc, en général, ils vont arrêter leur activité. Leur activité, c'est ce qu'ils appellent aller au garden, c'est aller au potager ou aller pêcher. Et donc, en général, on va avoir tout le village qui va être présent. On va nous mettre souvent dans la maison des hommes, on appelle ça comme ça, mais les femmes n'ont pas le droit de rentrer. Donc la maison des hommes va servir souvent pour parler, pour expliquer ce qu'on va faire. Et puis après, on va nous donner des zones différentes. S'il faut en effet aller poser des implants contraceptifs, il faut que ça soit dans une zone où les femmes ont le droit d'aller. C'est très bienvenu, hein. À chaque fois, il y a même des mères de village qui sont arrivées en pleurant en disant mais vous nous aviez oubliés quand il y avait l'Australie qui était parce que la décolonisation a eu lieu il y a 50 ans maintenant, un peu plus, 51 ans. Mais on n'a pas revu de médecin depuis. Donc, ils ont un référentiel qui a été perdu, donc c'est difficile. Mm. L'accueil est plutôt très bon. Ouais. C'était quoi ce qui t'a le plus surpris parce que t'étais quand même pas préparé à cette culture papou, je pense. Donc, ça a été quoi les gros étonnements Par exemple, il y a des îles où c'est des îles matriarcales, donc je ne pensais pas que dans ces zones-là, les femmes avaient un certain pouvoir sur les terres, pas sur tout, mais sur les terres. Donc ça, c'était des découvertes. Découvrir aussi que il y a des hommes enfin presque tous les hommes et les femmes ont un carnet de santé. Je me disais, ça c'est quand même bizarre. Et en fait, ils m'expliquent que pour eux, c'est leur passeport. Donc c'est quelque chose ils vont essayer d'aller acheter. Ils vont envoyer un cousin, une cousine dans l'hôpital faire 10 heures de bateau pour en avoir un. Donc ça, c'était aussi étonnant que le carnet de santé était leur carte d'identité. Je trouvais aussi que bon, la moyenne d'âge et tous les chiffres sont complètement faux, puisque je ne vois pas comment on peut dire combien il y a de papous en Papouasie, parce qu'on ne peut pas compter, ça, ils ne savent même pas combien ils sont dans le village. Quand on nous dit la moyenne, l'espérance de vie et de temps, je pense que là aussi, les chiffres sont complètement faux. Mais j'ai vu des gens, grâce à leur carnet de santé, qui avaient 80-85 ans, et je me dis, c'est incroyable. Vivre dans des conditions comme ça veut dire qu'il y a encore des endroits où peut-être on mange sainement, on n'a pas de pesticides, ou je sais pas, on n'est pas encore trop pollué. Ouais. Impressionnant. Ouais. Et aussi, ce qui m'a impressionné, c'est les cultures, par exemple, pour le passage à l'âge adulte, les rites. Là aussi, on a vu dans une région, pour passer à l'âge adulte, il faut attraper un requin vivant et le ramener à la tribu. Donc, ils partent sur une petite pirogue là, à balancier. Ils ont des noix de coco qui sont accrochées sur un cercle. Ils les tapent entre elles, ça fait un bruit qui fait que le requin approche, comme
On voit ici dans les clubs de plongée, ils prennent une bouteille en plastique, ils font un bruit qui fait que le requin approche aussi. Et là, il va falloir faire du catch de requin, l'attraper et le ramener sur une pirogue qui bouge avec le... Mhm. Non, ça, c'est impressionnant aussi. Ouais, il y a des rites très particuliers. Ouais, 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 ouais. Ok. J'ai justement mon pull longitude 180 où ils sont pour la défense des requins. Enfin bon, ça va, c'est pas eux qui font des gros dégâts avec leur tradition. Absolument pas. C'est intéressant que ce que tu disais qu'il y avait quand même pas mal d'îles matriarcales alors que le viol est à 80%. C'est quand même énorme. Hein. Mm, mm. Là, je ne peux pas l'expliquer. Là, on a été plusieurs fois présents quand il y a eu des accouchements et des femmes qui ont été violées. Du coup, elles ne voulaient pas s'occuper de l'enfant. On a 8, 9 grossesses avec des conditions sanitaires qui sont très très limitées. Donc, beaucoup de femmes qui doivent mourir en couche et de bébés. Voilà, je crois qu'on est sur... Alors là aussi, on donne des statistiques et je lis 45 fois plus de, de femmes qui meurent en couche qu'en France, mais je pense que ces chiffres sont complètement faux. Je vois même pas comment on peut les calculer, quoi. Ouais, 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 ouais. Du coup, les implants, effectivement, super important pour elles. Hein. Ouais. Et Il en va de leur vie, quoi. je savais pas non plus comment elles ont pu découvrir le mot implant. J'étais très surprise. Et elles m'ont dit, en fait, il y avait un bateau blanc, et on était sur un bateau blanc avec une femme blanche qui est venue, c'était il y a 10 ans, et elle a proposé ça, et depuis, on l'a plus revue, et on a cru que vous reveniez. Ah, non, c'est pas moi, je suis désolée, mais par contre, je ferai en sorte d'en avoir l'année prochaine. Et donc, j'ai tout fait pour en avoir, me former, savoir comment on fait, comment on en met, comment on enlève. Donc, en fait, à former aussi les infirmières des dispensaires quand il y avait des dispensaires ou la coucheuse du village pour qu'elle puisse enlever, qu'elle puisse en mettre, en laisser. Voilà, c'est pas des choses qui se gardent dans des frigos, dans des glacières. Donc, c'est pratique. Ça marche. Mm. Ouais, ouais. Ah, génial. Et du coup, effectivement, tu as eu une histoire qui t'avait pris aux tripes avec un de ces accouchements d'une jeune fille qui voulait pas son bébé. Tu peux nous raconter cette histoire parce qu'elle elle est belle quand même, C'est vrai à la fin. qu'on arrive dans un village et l'infirmière nous avait bien aidés les 2 premiers jours. Puis elle nous dit, là, je ne pourrais pas venir, j'ai un accouchement qui est incessant. Donc je lui dis, bon, si vous voulez rester, moi, je voudrais rester également. Je voudrais vous assister. Elle me dit, très bien. Donc tout le monde part et nous deux, on reste au village. Et cette jeune femme, je pense qu'elle n'a pas 20 ans, elle va accoucher sans émettre aucun bruit. Donc déjà, ça me surprend. À peine un gémissement, rien. Le bébé va naître, elle va pas vouloir le regarder, pas vouloir le toucher. Donc je demande à l'infirmière, et qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, c'est une grossesse issue d'un viol et ce bébé, elle n'en veut pas. Je lui dis, et donc, c'est quoi la vie de ce bébé? Si elle ne le nourrit pas et que la famille ne s'en charge pas, il va mourir. Et ça arrive souvent. Oh, ben, oui. Ok. Donc, je vais voir dehors, il y a la mère, il y a la grand-mère qui attendent et on commence à discuter. Et je leur dis, mais c'est un être vivant, il n'a rien demandé. Alors oui, les circonstances de cette grossesse sont détestables, mais lui... Et puis on discute, puis je leur dis, écoutez, je reviens. Et comme le bateau principal, il est toujours mouillé à quelques centaines de mètres du rivage, je retourne à bord et je cherche dans tous les livres que nous ont donné justement Boubilon Piccini. Est-ce qu'il n'y a pas un livre pour enfants sur les émotions Et je tombe au 4e livre, donc très rapidement, sur un livre qui parle de comment... Avec des dessins, hein. Je suis triste, je suis en colère, je suis tout ça. Et je pars avec ce livre, je reviens. Et je prends un petit polo aussi avec notre logo et d'Océan. Et je vais voir la maman et je lui dis comment tu te sens? Et puis elle parlait pas anglais, elle regarde les trucs, elle m'a dit comme ça. Puis je parlais avec la mère et la grand-mère, elle parlait encore anglais. Et je dis, je comprends qu'elle soit complètement triste, elle marque en colère, etc. Mais voilà, je pense cet enfant, lui, il a envie d'être joyeux. Donc je montre, voilà, l'enfant, lui, peut-être, il a envie d'être comme ci, comme ça. Et puis à la fin de la journée, je ne sais pas s'il y a un déclic, si elle décide de le mettre au sein. Et elle me dit, je voudrais que tu choisisses son prénom. Alors là, je me retrouve un peu embêtée. Je dis, qu'est-ce qu'on va choisir? Je dis, comment ça se passe au niveau des prénoms? Elle me dit, on en a toujours 2. Un qui est choisi par le clan
Donc on va pas pouvoir choisir le prénom, c'est les hommes, ils vont se réunir, ils vont choisir un prénom et après on a le droit de nous de choisir au niveau de la famille un prénom et donc je me dis: «Bah, Ed Océan» et Mhm. donc il va s'appeler Michael Ed Océan et ça, c'était la première année et là, la mission on repart au mois d'avril, ça sera notre 5e mission et on retourne à cet endroit-là. Donc j'ai hâte de voir si cet enfant est en vie, s'il a 5 ans et si ce polo Ed Océan, il le porte parce que pour le coup, c'était un peu grand pour lui à l'époque et voilà après, l'écran, la Ouais. suite, je la connaîtrai peut-être dans quelques semaines. Mmh. Ah ouais, j'espère que l'histoire se termine bien jusqu'au bout. Ouais, Mmh. c'est vrai que c'est, oui, c'est poignant, hein, de Mmh. tous ces viols. On comprend ces mamans d'un autre côté, tous ces bébés qu'on dit bon qui perdent la vie comme ça. Déjà comme ça, il a dû avoir chaud le petit diarrhée d'océan parce que pas m'être mis au sein rapidement. Waouh, Mmh mh. c'était ouais, ouais. Magnifique. La valeur de la vie, c'est vrai, là-bas, c'est peut-être très différent aussi. Enfin, je ne sais pas comment ils voient la vie. Les maladies, ça doit être quand même être beaucoup plus trash. Tu racontais une histoire aussi d'une épine du pied qui avait super mal tourné. Enfin, bref, on va pas toutes les raconter, mais on sent que la valeur de la vie et peut-être l'acceptation de la mort et aussi de la maladie, c'est très différent. Je crois que tu disais aussi qu'il y a un endroit où les enfants ne leur donnaient pas un prénom tout de suite. Oui, Enfin, oui, je pense qu'il y a une certaine fatalité, par rapport à mhm, la mort, dans les montagnes, parce qu'il y a une des missions qu'on va faire qui est le long d'un fleuve, le fleuve Porare River, qui est dans la province du Golfe, qui est une province tout au sud de la Papouasie où il y a pas mal de trafic de drogue. Là, on va avoir des enfants dénutris, alors que j'en ai pas du tout vu en Nouvelle-Irlande. Et je me pose pas mal de questions. Et là, on me dit, mais là, le long du fleuve, ça va encore, mais là, dans les montagnes, on ne donne pas de prénom à un enfant avant l'âge de 5 ans parce que ses chances de survie sont tellement faibles que c'est pas la peine de lui donner un prénom, de s'y attacher, quoi. mhm. Impressionnant. Mm. Ouais, 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 carrément. Et c'est vrai que tu dis, c'est bizarre quand même d'un côté de l'argent qui est dépensé, de l'aide qui est là, mais qui reste dans des caisses ou dans des... Mm. C'est un peu révoltant quand même. Du coup, C'est quelles sont révoltant. les meilleures astuces que tu peux donner pour aider intelligemment? Est-ce que... mais vous déjà, il y a peut-être moyen de vous aider. Quels sont les plus grands besoins, les plus grands obstacles à franchir et ceux qui vous aident le plus? Alors, ce qui nous aide le plus, ben, on a été aidé par des subventions qui s'appellent le Fonds Pacifique, qui dépendait du ministère des Affaires étrangères hein, au niveau de l'Union européenne. C'était des aides qui sont, ils appellent ça normalement pour un one shot, c'est pour lancer l'association, mais ça s'arrête. Donc voilà, ça s'est Ah arrêté. ouais. On Mhm. a bénéficié 3 fois et c'était une très belle chose. Mais après, bah, moi j'ai créé un fonds de dotation en France qui s'appelle Aide Océan pour toutes les entreprises ou tous les privés qui veulent, donner. Eh bien, il y a une réduction d'impôt, conséquente, hein, 66 pour les entreprises du don qui est fait. Après, l'association, Aide Océan en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je l'ai créée il y a 1 an parce que je me suis dit qu'il fallait que je trouve des fonds aussi, localement. Mhm. Il y a des mines d'or à ciel ouvert qui sont énormes, hein. Il y a la 3e plus grande mine d'or aussi à ciel ouvert qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a de l'argent qui circule, qui va pas hélas au peuple, hein. Mais voilà, les gens à qui je demandais: «Vous pourriez aider?» et ben, ils me disaient: «Oui, mais votre association, elle est où? Et si elle est en Papouasie, on fera quelque chose». Donc ça a commencé et l'association en Calédonie, ben, là, j'ai jamais rien pu trouver en Calédonie, ce que je comprends, hein, ben, surtout qu'aujourd'hui la Calédonie, on passe presque aussi à un pays en voie de développement au niveau de la médecine, il y a plus de soignants. Mais donc j'ai un projet aussi ici, que j'aimerais, lancer. Donc les aides, ben, c'est des aides, on va dire, financières parce que le plus gros budget passe dans la location du bateau. Au début, on s'était dit: «Pourquoi pas prendre un bateau à voile, moins polluant, plus écolo et cetera». Mais en fait, on est sur une zone, qui est près de l'équateur avec, très peu de vent. Donc Mhm. si c'est pour finir à la rame, c'est un peu long. Donc on est sur des bateaux à moteur, voilà, donc ça, c'est une grosse partie du budget. Donc le gouverneur qui nous en Nouvelle-Irlande, on est allé quand même, régulièrement. Il avait 84 ans quand j'ai fait la première mission. Il m'avait dit, il serait bon de réfléchir à un bateau, hôpital pour nous,
qui soit à nous et qu'on est sur l'île. Et je lui ai dit, bah oui, super. En plus, comme tu es en train d'entraîner nos équipes, elles pourraient devenir autonomes, parce que les buts aussi, c'est qu'ils deviennent autonomes. C'est pas d'être là que 6 mois de l'année ou 2 mois de l'année. Finalement, c'est une petite goutte d'eau, mais au moins, les équipes, elles savent faire. Et, donc, c'était avoir un bateau. Donc, je suis revenue 2 ans après avec un devis, 2 devis, hein, un bateau très classique d'une vingtaine de mètres, parce que pareil, si on dépasse 20 mètres, la rentrée dans les ports, le type de grue, c'est très difficile. Donc, il faut aussi c'est calculé par rapport à ça, l'entretien du bateau. Donc, un en aluminium et un avec un matériau plutôt nouveau, c'était du bambou, de la résine, et qui en plus c'est un chantier naval en Calédonie qui s'appelle Catamarine qui brevetait ça, et je me suis dit bon bah je vais venir avec les deux, un bateau classique puis un bateau comme ça, un submersible beaucoup plus léger, etc. Et un mois avant que je n'arrive, le gouverneur décède. Donc, je montre ça à son successeur, qui était le neveu, qui n'était pas du tout du même parti politique, qui voulait pas trop récupérer l'idée de son oncle, et qui dit c'est pas trop mal, mais en fait, moi, j'aimerais déjà bien faire fonctionner un service d'ambulance sur la Grande Terre. Donc, voilà. Donc, je dirais que le bateau, c'était une première idée. Ce successeur me dit qu'il aimerait bien des bateaux ambulances, par exemple, pour pas tout à fait faire comme son oncle, pas un bateau hôpital, mais un bateau ambulance, qu'on puisse aller vite chercher les gens, qu'on puisse faire partir des équipes pour vacciner, etc. Ce qui est aussi une bonne idée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'îles. Il y a beaucoup d'îles et beaucoup de zones où il n'y a pas de route, donc on peut faire le tour des côtes. Et comme c'est une île quand même très volcanique, oui, avec des sommets très abrupts, en fait, les gens vivent sur le long de la côte. Donc c'est une idée. Donc un bateau, ça serait bien, mais un bateau qui s'approprie et que leur équipe gère, quoi, hein, c'est sûr. Mais moi, être 1 an et demi, 2 ans pour bien aider, cadrer, etc., ça serait beau. Après, les donateurs sont toujours fidèles, et ça, c'est génial, que ce soit les livres, que ce soit les lampes, que ce soit les lunettes. Donc, après, ouais, c'est surtout des donations, en fait, parce que qu'est-ce qui va coûter cher? C'est prendre les billets d'avion pour y aller, c'est payer le visa, et puis après, c'est payer le carburant, le bateau. C'est tout. Parce que tous les médicaments, tous les vaccins, tout ça, je les trouve sur place. C'est pas tout à fait facile, hein, parce que par exemple, la toute première année, les autorités de santé nous ont dit, si vous partez pour 6 semaines ou 8 semaines, prenez 500 vaccins, vous serez large. 500 vaccins, au bout de 3 jours, on n'avait plus rien. Donc, il a fallu aller en Nouvelle-Bretagne, voir dans les hôpitaux s'il leur restait des vaccins, les récupérer. Après, il y a, au niveau des traitements, on a aussi rajouté le traitement du paludisme, on a les tests, bien sûr, ils ont pas mal de cas de lèpre. Donc, en fait, ils vont pouvoir voir tout ça, lister dans chaque village, et puis après voir s'ils vont pouvoir les faire revenir avec ce qu'on appelle un banana boat. C'est un petit speedboat là, tout en alu. Et ils ont des unités complètes de lépreux ou de tuberculeux où les gens vont devoir rester 6 à 9 mois. Ah ouais. Et donc, le meilleur moyen de t'aider, donc les entreprises qui voudraient faire des donations, génial. Les privés, les particuliers, c'est toujours sympa aussi de voir qu'il y a des gens qui ne fût aussi de voir par le geste que, tiens, ça attire l'attention et on se sent soutenu. Il y a des soignants qui voudraient venir aussi, par exemple. Voilà, j'allais dire maintenant le personnel, ouais. Ouais, les infirmiers, ça, j'en trouve très, très facilement, je dirais. Les dentistes aussi. C'est plutôt, souvent, on part plutôt avec un médecin urgentiste. Ça, c'est un peu plus difficile de trouver quelqu'un de dispo. Donc, quand on reste longtemps, on fait des tours de tous les 2 semaines. On fait partir une équipe pour pouvoir libérer, que les gens puissent retrouver leur cabinet, parce qu'ils ne peuvent pas non plus prendre 1 mois et demi de bénévolat. Voilà. Donc, à partir de 2 semaines, tu es intéressé par ces profils-là. Ouais. D'accord, comme ça, écoute, si le message passe, c'est super, faites-nous signe. Je termine toujours par les mêmes questions. Quel est l'échec, tu penses, qui t'a le plus appris ?
Et après, on parlera du succès dont tu es la plus fière. Ça demande de définir. Voilà. J'aime bien les échecs sur lesquels. Enfin, je trouve que c'est des leçons. Ça ne sont des échecs que quand on reste dessus. Ouais. Et Je pense que ce qui est dans le soin justement et toujours, sur une émission en Nouvelle-Irlande, on se retrouve face à une, femme qui a un pied, qui est nécessaire, enfin a priori quand le médecin la regarde d'être amputée et on va tout faire pour lui dire qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital, on va tout faire pour l'aider, on va subventionner son billet de bateau pour qu'elle parte avec un banana boat, et cetera et cetera. Et finalement, je me dis, c'est des gens qu'il faut pas forcer, qu'il faut les laisser faire comme ils ont envie, puisqu'en effet, ils ont une certaine fatalité de la maladie, de ce qui leur arrive, et cetera. Et en pensant, sauver la planète, ben, en fait, on a fait partir cette femme, mais elle a été rattrapée par les hommes qui sont venus la chercher, la veille de son opération en lui disant: «Tu rien à faire ici, il faut que tu viennes t'occuper de la tribu» et qui l'ont ramenée. Donc c'est une femme qui va certainement subir des violences, qui va pas finalement être opérée, et je me dis, je dois continuer à proposer, mais pas obligatoirement imposer. oser ou à dire: C'est pas normal, tu vas mourir, tu te rends pas compte». Voilà, je pense que, ouais, il faut quand même, rester humble et puis se dire qu'on est différent. Oui. Ah, ça doit être super dur quand même de se dire on a les moyens de la sauver, mais c'est elle qui va décider. Et est-ce qu'elle comprend bien la situation? Mais effectivement, tu as raison, ouah, c'est une sacrée leçon d'humilité. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que tu te dis alors dans ce cas-là? Parce que moi j'aurais du mal dans ce cas-là de me dire non, mais non, si c'est son choix. Mais elle comprenait qu'elle risquait de mourir en restant là? Oui, oui, parce qu'elle avait 40 ans, elle avait 3 enfants, son père lui a dit: «Tu te rends pas compte, c'est très dangereux, tu vois ce qui va se passer, tu vas mourir». Donc on est revenus, alors que normalement on faisait un village, une journée, là on est revenus le lendemain matin, on lui a redit: «Tu es sûr et tout, ça serait arrivé». Il lui a dit: «Mais tu peux pas laisser, il y aura les 3 enfants qui vont mourir, enfin tu On vas te laisse laisser 3 enfants, ouais. qui vont être orphelins» et cetera. Puis elle a fini par dire: «Oui, elle est arrivée là-bas, les hommes sont venus la chercher». Est-ce que les hommes seraient pas venus la chercher, elle serait restée et que tout serait bien terminé? Je sais pas. Mais je pense que culturellement, il faut que tout le monde suive et là, un père et une sœur qui décident dans un endroit communautaire, c'est pas la communauté qui a décidé. Et c'est des pays où Mhm. la communauté doit décider. Les chefs Oui. de clan, les chefs de tribu et cetera et après si on fait pas ce qu'ils ont mis, ben, on a des représailles et voilà. Donc je pense que parce qu'on retrouve ça en Calédonie, hein, les tribus, c'est vraiment, interclanique, on vit en groupe, en communauté, on prend pas des décisions seul, voilà. Ouais, ça c'est vrai que dans nos sociétés individualistes, ça doit être dur à commencer à vraiment comprendre. Ouais. Et donc le succès dont tu es la plus fière dans ce parcours. Je pense que c'est d'avoir changé de métier, d'avoir osé, aller vers un métier, en fait, quand on a fait un métier, où tout le monde trouve, souvent on me disait: «Quoi, pilote d'hélicoptère, waouh, ça impressionne» et cetera. Mais en fait, au fond, quand on a fait que de l'entraînement, qu'on a fait peu de missions opérationnelles et qu'on se dit: «Ben non, moi je veux un métier concret et je veux, me sentir utile» et ben, ce passage au métier d'infirmière, mais j'en suis ravie, ravie parce que je me sens Hmm. utile, je me sens voilà et ça impressionne moins de dire qu'on est infirmière, mais pour moi, c'est beaucoup plus enrichissant. Donc voilà, je me dis, osons être, et allons faire, faites ce qui vous plaît et il y a aucun sous-métier et tant qu'on s'y sent très bien et bien et qu'on se lève le matin en se disant, «J'ai vraiment bien choisi de faire ce métier-là», ben, changeons, n'hésitez pas. Ouais. Génial. Bah, regarde, on salue bien bas les infirmières qui nous écoutent. J'adore ton message. C'est vrai que quand tu dis waouh, pilote d'hélicoptère, ça le fait et tout. Et puis après, quand tu dis bah, moi, je suis vraiment fière, c'est devenue infirmière. Parce que là, je me sens utile. Je trouve ça, c'est magnifique, Marine. C'est Marine, vraiment magnifique.
Merci beaucoup. Eh bien, si on veut te suivre ce que fait Aide Océan, tu es un peu sur les réseaux. C'est quoi ton réseau de prédilection pour communiquer? Alors, on a un site web, donc www.aideocéan.org. Ensuite, on a une petite chaîne YouTube, Aide Océan Association. On a aussi Facebook, on a aussi LinkedIn. On part avec une journaliste à la prochaine mission, donc on espère qu'on sera sur les chaînes en Papouasie, donc que ce soit la télé Mhm. ou les journaux. Voilà, et Vous avez un petit compte Insta aussi, hein. Je sais bien qu'il y a ouais, beaucoup ouais, d'auditeurs qui sont sur Insta. ouais. Vous y êtes aussi. Donc, vous communiquez bien. Mhm. Oui, oui, on essaie D'accord. de connaître nos actions. Ce qui est chouette, je pense, c'est que voilà, nos 100% de ce qui est donné va 100% dans l'action. Il y a pas de frais, je sais pas, de bureau, de voiture, voilà, c'est 100% sur le terrain. Mm. D'accord. Tu te paies pas alors, hein? Non, 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 on est tous bénévoles. Ouais. Mm. Donc, D'accord. Donc, merci l'armée pour la pension de l'armée alors ou quoi? oui, et puis aussi, en tant qu'infirmière, par exemple, ce mois-ci, je fais 2 fois plus de remplacements infirmiers et j'en ferai 2 fois plus le mois d'après pour retrouver un équilibre. Mm. D'accord. Donc, tu bosses dans les hôpitaux là-bas. Tu es en Nouvelle-Calédonie là, hein. C'est là que Et tu je es. suis, je suis infirmière libérale. Voilà, je vais au domicile. Et du coup, je vais bosser 26 jours sur 30 ce mois-ci et pareil le mois d'après pour pouvoir continuer à aider. Aussi, il y a les enfants qui font leurs études supérieures en Europe, donc il faut pouvoir financer tout ça. Mm. Waouh. Eh ben, Et puis alors, beau il parcours de vie. y a peut-être une chose aussi, c'est qu'en Calédonie, je me dis qu'il faut que je me recentre un peu ici, puisque le soin est devenu vraiment difficile, puisque je le côtoie tous les jours, je suis sur le terrain. Et je pense que la télémédecine est maintenant une solution ici, puisque il y a eu quand même beaucoup d'actes de violence, donc difficile de recruter des médecins, puisque beaucoup sont partis. Difficile de les faire quitter Nouméa pour le peu qui arrive. Donc là, j'essaye de présenter quelque chose qui est déjà en France, qui fonctionne bien, qui s'appelle les box médicales. Donc, c'est des conteneurs recyclés, réaménagés en télémédecine, qui sont placés dans les zones de déserts médicaux. Et j'essaye de faire venir ça ici et de commencer ça ici. Ça fonctionne comment ça exactement? Alors, le container, il lui faut bien sûr un réseau, hein, donc ici, il y a quand même beaucoup d'endroits où ça fonctionne moyennement, donc un réseau Starlink, si c'est ou voilà. Un réseau, on est face à une télé, le médecin est à distance, donc ici, on peut s'attendre à ce que le médecin soit à Nouméa, aussi parce qu'il y a les facilités d'école pour scolariser les enfants, la famille, qu'il n'y a pas dans les 3/4 de l'île. La personne, soit elle est connectée, elle a un téléphone et elle va avoir un QR code, elle va prendre son rendez-vous directement à la box, ou alors par téléphone parce qu'il y aura une antenne téléphonique. Elle va arriver avec un code devant le container, elle va rentrer le code, elle va rentrer dedans. Soit seul, soit accompagné. Je pense qu'en Calédonie, il faut un accompagnement. On a des gens qui n'ont pas spécialement de téléphone, etc. Donc, il faut que ça soit, j'appelle ça un agent sanitaire qui serait local de la commune où on a mis la box médicale, par exemple. Parce qu'il y a plein de dispensaires qui ont fermé. Il y avait à cette époque-là des secrétaires, des aides-soignantes qui n'ont plus de travail, donc peut-être une de ces personnes. Une fois qu'on a le rendez-vous, on rentre, accompagné ou pas accompagné, et on est dans un conteneur de 20 pieds dans lequel il y a des capteurs. Donc, par exemple, si on est seul et qu'on a un malaise, eh bien, les capteurs vont détecter qu'il y a quelqu'un qui bouge plus, qui est au sol. Que ça va être en lien avec les pompiers les plus proches. Ça va être une box qui va être intégralement nettoyée aux UV, système UV qui nettoie entre chaque patient. Et en France, cette box, on met sa carte vitale, on repart avec une ordonnance et si on n'a rien à payer, on n'a rien à payer. Si on n'a pas de carte vitale, on met sa carte bleue à la place. Voilà. En Calédonie, Ça, donc c'est une téléconsultation, c'est vrai, c'est juste sur la discussion et peut-être caméra qui permet de montrer certaines choses. bien sûr, hein, il y Et a voilà. tout. C'est-à-dire qu'il y a des appareils connectés. C'est-à-dire que le médecin, il Mhm. vous dit, prend
l'appareil rose, là, qui est à côté de toi. Vas-y, appuie, c'est un thermomètre. Appuie, mets-le près de tes tempes, là, c'est bien. Prends ça, ça s'appelle un brassard, c'est un tensiomètre. Mets-le autour de ton bras, non, te l'a pas assez serré, resserre, appuie sur le bouton, ça donne la tension. Donc, il y a pas mal de choses connectées. Il y a l'otoscope donc, pour voir les oreilles, il y a le dermatoscope pour voir l'état de la peau, probablement un petit Mm. début de cancer de peau, etc. Et puis c'est des box qui sont évolutives, c'est-à-dire que petit à petit, il y aura de l'échographie, il peut y avoir de la radio, donc après ça demande qu'il y ait une personne à bord, mais pas Mhm. nécessairement un infirmier, pas nécessairement un médecin, donc sur des qualifications moindres qui permet qu'on puisse faire du soin à distance, parce qu'en ce moment, nous, on a plein de zones où il n'y a plus du tout de soins, Et tu sais presque. par cause agression, les gens se font agresser sur place? Alors, les raisons, ben, il y a eu les émeutes en mai il y a eu 9 morts. Il y a eu pendant 3 mois presque plus de circulation en Calédonie. Mm. Donc, il y a eu plus de 15 000 départs Ah de ouais. personnes soignant beaucoup. Et ça revient pas, parce que justement, il y a cette peur de la violence. Donc, ouais, il y a pas mal de zones où il y a plus de soins. Il y a, en plus, je pense donc plus beaucoup d'ambulances. Le prix du pétrole va faire que monter, dans les prochains mois. Enfin, ça commence déjà, donc le Mhm. chômage a énormément augmenté. On était à 10 000 personnes, après les émeutes, on est à 30 000, plus ceux qui ne touchent plus le chômage. Donc je pense que c'est 50 000 personnes sur une population où on est 260 000. Ouh. Ouais. Ça, 5e de la population facile qui n'ont plus de travail, quoi. Mm. Qu'on ne fasse pas peur à ceux qui disaient tiens, je viendrais bien aider 15 jours. Toi, tu ne vas pas dans les régions à émeutes, c'est très délocalisé là où tu vas. C'est des. Ici en Calédonie? Non, je Enfin, là où vous faites l'émission pour le moment, c'est plutôt des îles. alors moi, là, je parle de la Calédonie où il y a eu toutes ces émeutes, etc. En Mhm. Papouasie-Nouvelle-Guinée, ben, ayant choisi les zones où il n'y a pas de piraterie, des zones pacifiques, on n'a jamais rencontré aucune difficulté. D'accord. Faut vite quitter la capitale, ça c'est sûr. D'ailleurs, on n'y reste jamais. On essaye d'avoir juste un arrêt dans l'aéroport et de changer dans les 2 heures pour partir vers la Nouvelle-Irlande. Mm. Mhm. Ça Voilà. n'est absolument pas conseillé. Mm. Oui, voilà, je me dis, il faudrait pas qu'on dégoûte les gens qui se posent les bonnes questions. De ce côté-là, ça va. Ma fille de 8 ans, donc Pardon? bon, j'ai même amené une fois ma fille de 8 ans. Ah oui, donc Elle a 11 ans voilà. aujourd'hui. Je l'ai amenée et je lui dis ah, Lily, tu veux aller avec maman parce que je vais encore partir quelques semaines et tout. Elle me dit oui, donc je l'ai embarquée et voilà, donc il s'est rien Waouh. passé. Ils l'ont beaucoup touchée parce que comme elle est blonde, elle a des yeux bleus et que c'est quelque chose de très rare. Elle a été beaucoup, beaucoup touchée. À la fin de journée, elle était là, j'en ai marre qu'on me touche, j'en ai marre qu'on me touche. Parce que des fois aussi, ils n'ont jamais vu de personne blanche. Donc c'est un questionnement aussi. Mm. Ouais, ne fût-ce qu'en Birmanie, quand on avait été, ma plus petite Amandine, qui est aussi blonde, elle s'est fait toucher, mais tout le temps, elle en pouvait plus non plus. Donc voilà, elle comprendrait bien Lily. Ouais, ouais. Mais c'est bien parce que du coup, je leur dis, quand elles veulent être superstar, qu'elles veulent être célèbres, je dis, tu te souviens de la Birmanie, là? Ben, c'est Mm. ça être célèbre, c'est ça dont t'as envie? Ah non, 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 c'est nul en fait. Ben oui, c'est nul en fait. Donc ça c'est bien. On passe ce stade-là facilement. Elles ont eu un petit aperçu. Exact. Même des paparazzis parce qu'elles se faisaient tout le temps prendre en photo avec les smartphones. Je sais pas s'il y a beaucoup de smartphones même dans ces coins reculés ou s'ils en ont pas trop, non? Comme il n'y a pas Parce que parfois on d'électricité, est étonné. Ah il ouais. n'y a pas d'électricité. Donc, on voit des achats de téléphone, mais c'est juste pour dire j'en ai un. Euh, Allez. Certains ont réussi à trouver des petits chargeurs solaires, mais c'est Mm. hyper rare. Par contre, s'ils vont peut-être une fois dans l'année avoir assez de sous pour se rendre dans une grande ville, ils vont acheter une, un- une petite carte pour pouvoir avoir quelques unités. Et là, avec ce téléphone, ils ont pris pas mal de photos s'ils ont réussi à recharger. Et ces photos, ils vont l'envoyer dans leur famille. Et peut-être une fois Mm. par an, il va y avoir un échange comme ça. Donc, c'est assez rigolo. Pour ceux qui ont un téléphone et qui ont un chargeur solaire, ça va être pour faire des photos. Et quand ils s'approcheront d'une ville, c'est pour transmettre. Mm. Ah, c'est sympa.
Ouais. Eh bien, écoute, ça m'a fait super plaisir de discuter, d'échanger avec toi ce matin. C'était un parcours vraiment super, super intéressant, hors du commun. Mais comme tu dis, pour toi, c'est sans doute une espèce de suite logique quand on suit sa passion et qu'on a envie d'être utile. Oui, moi je me sens, je me sens bien quand je fais ça, c'est certain. Je me dis que ça peut s'arrêter parce qu'en effet, c'est difficile, de pouvoir, trouver des budgets, puis que ça serait vraiment, utile pour moi qu'il y ait une continuité, qu'elle soit entre les mains des papous, ça c'est chose. Après je reviens sur pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, il y a eu 2 livres de faits. Il y a eu Entre ciel et mer. Juste. Donc aux éditions Rocher, ça raconte mes 15 années dans l'armée. Et après, un récit d'aventure qui est un livre aux multiples aventuriers. Hein. C'est la Société des explorateurs français qui l'a édité il y a à peine 2 ans. Récit d'aventure. Voilà, je pense aussi un livre qui peut être sympa à lire parce que ça part dans tous les sens, dans tous les pays, des aventures magiques. Ah, trop bien. Donc ça s'appelle Récits d'aventure par la Société des explorateurs français. Bon. Génial. Ah bah tu as bien fait de le préciser, je vais essayer de me le procurer d'ailleurs. Merci beaucoup, Marine. Ça a été un grand plaisir de te recevoir et de faire ta connaissance par écran interposé. Oui, j'espère qu'on se rencontrera. Je pense aller Ah oui, ce serait chouette. là en France pour 3 semaines, donc avec plaisir. Hein. Vous l'aurez compris, c'est plus que chaleureusement que je vous recommande de suivre l'action d'Aide Océan. S'il y a donc des soignants qui nous écoutent et que l'aventure tente, eh bien prenez contact avec Marine. Les bonnes volontés sont toujours plus que nécessaires et utiles. Et ceux qui peuvent aider financièrement, société ou personnes privées, eh bien là aussi, ne vous retenez surtout pas si l'envie vous en prend. Merci encore une fois à Jérémy et toute l'équipe du Podcaston pour cet événement. Je suis vraiment heureuse d'y participer pour cette 4e édition. N'hésitez pas à aller découvrir d'autres podcasts et d'autres podcasteurs qui ont donné de leur temps cette semaine. Faites une recherche sur Podcaston sur votre plateforme d'écoute préférée, vous devriez tomber sur un bon paquet d'épisodes inspirants et attention, toute écoute prolongée pourrait bien vous donner une image positive de l'humanité. À bientôt. Ah, t'es bien installée, toi, la pauvre, entre les portes. Eh ben dis donc, on ne se refuse aucun sacrifice aujourd'hui. Heureusement que t'es habituée à la dure.